Électrochoc, le podcast des électrons libres. Trop bio pour être vrai. Chapitre 1. La bio du bio. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème fascinant de l'évolution de notre agriculture et, bien sûr, de la place qui occupe le bio. Céleste, quand on regarde l'histoire, on se rend compte que l'humanité a toujours été confrontée à un défi majeur. Comment nourrir une population croissante ? Absolument, Max. Et c'est une question qui a hanté les esprits depuis longtemps. On se souvient de Thomas Malthus au XIXe siècle qui prédisait que la Terre ne pourrait jamais subvenir aux besoins de plus d'1 milliard d'humains. Ironie du sort, ce seuil a été franchi peu après la publication de ses écrits. C'est incroyable de penser à ça aujourd'hui. Depuis 1927, la population mondiale a quadruplé, passant de 2 à plus de 8 milliards d'habitants. Et pourtant, nous sommes là à discuter de comment nous avons réussi cet exploit. Oui, et ce qui est encore plus frappant, c'est que le nombre de fermes est resté relativement stable, autour de 600 millions, tandis que la main-d'œuvre agricole a drastiquement diminué dans les pays industrialisés. La surface agricole mondiale, elle, a augmenté puis s'est stabilisée. C'est une véritable prouesse. Une prouesse rendue possible par ce qu'on a appelé la Révolution verte, n'est-ce pas ? Un bouleversement majeur qui a débuté dans les années 50-60. Exactement. Cette révolution a introduit des innovations comme les semences hybrides à haut rendement, les engrais de synthèse, les produits phytosanitaires, une mécanisation poussée et une irrigation massive. Les résultats ont été spectaculaires. En Inde, par exemple, les rendements du riz ont été multipliés par 5 en 40 ans. Et les bénéfices pour l'humanité sont indéniables. L'apport énergétique moyen par habitant a fortement augmenté, la malnutrition infantile a reculé et les grandes famines ont quasiment disparu, sauf dans des contextes de guerre ou quand l'idéologie a pris le pas sur la science, comme on l'a vu malheureusement en URSS ou en Chine maoïste. C'est une page sombre de l'histoire, mais elle souligne l'importance de la science et de l'innovation. Des pionniers comme Norman Borlaug, souvent surnommé l'homme qui a sauvé 1 milliard de vies, ont joué un rôle crucial. L'agriculture moderne est sans doute l'un des plus grands succès de l'humanité. Mais, comme souvent, ces avancées ont eu leur revers. L'intensification agricole a entraîné des pollutions, une perte de biodiversité, des émissions accrues de gaz à effet de serre et un appauvrissement des sols. C'est le revers de la médaille. La spécialisation des cultures, la disparition des haies, le recours massif aux intrants ont fragilisé la résilience de nos agrosystèmes. La France en est un bon exemple. La production a doublé depuis les années 60 sans extension des surfaces, mais cela s'est accompagné d'un exode rural massif et d'une chute spectaculaire du nombre d'exploitations. Et puis, il y a eu les crises sanitaires et environnementales, chlordécone, vache folle, qui ont ébranlé la confiance des citoyens dans ce modèle productiviste. C'est dans ce contexte que l'agriculture biologique a commencé à émerger. Oui, dès le début du XXe siècle, un mouvement en faveur d'une agriculture plus naturelle a vu le jour. L'agriculture biologique contemporaine, telle que nous la connaissons, a vraiment pris forme dans les années 40, en réaction à la dépendance croissante aux intrants chimiques. Les pionniers insistaient sur une idée simple. La fertilité du sol doit être maintenue en respectant ses cycles biologiques, avec des composts, des rotations longues et des engrais organiques. On pense à des figures comme Albert Howard en Angleterre, qui a observé les méthodes agricoles locales en Inde et défendu une approche holistique du sol. Et même Rudolf Steiner, qui a posé les bases de la biodynamie avec des pratiques parfois plus ésotériques, lunaires même, au sens propre comme au sens figuré. C'est intéressant de voir ces différentes approches. Dans les années 60-70, avec la prise de conscience écologique, le bio a gagné en visibilité. L'État français a même reconnu officiellement le label AB en 1985. Et aujourd'hui, la réglementation européenne est très précise sur les principes du bio. On parle entre autres d'interdiction des OGM, des engrais minéraux, des pesticides de synthèse ou encore d'un élevage exigeant en termes de bien-être animal. Des principes clairs, mais il est important de noter que le bio n'est pas nécessairement local, ni sans mécanisation, ni sans intrants. Un produit bio peut voyager de loin, ce qui peut avoir une empreinte carbone non négligeable.
C'est un point crucial. Le mot d'ordre est nourrir sans nuire. Mais derrière cette formule, il y a aussi une dimension idéologique, avec un rejet du productivisme et une quête du naturel et du manger sainement. Et ce modèle, porté par des pionniers, s'est institutionnalisé. Aujourd'hui, environ 10% des terres agricoles françaises sont cultivées en bio. Le marché s'est structuré, la grande distribution s'en est emparée et la consommation a explosé jusqu'en 2021. Mais cette croissance s'accompagne de tensions. Plus le modèle s'étend, plus il se heurte à ses propres limites économiques et agronomiques. Et c'est là que la question de fond se pose. Le bio est-il vraiment le contre-modèle vertueux qu'on nous présente ? C'est une excellente question, Céleste. Les défis pour l'agriculture du XXIe siècle sont immenses. Nourrir une population mondiale toujours en augmentation, assurer une qualité sanitaire élevée, des produits diversifiés à coût acceptable, tout en rémunérant équitablement les producteurs et en réduisant notre empreinte environnementale. Ce sont de véritables dilemmes. Le bio est-il la solution unique ? Ou son omniprésence médiatique et politique occupe-t-elle d'autres solutions, peut-être plus efficaces ou plus réalistes, qui pourraient nous aider à relever ces défis complexes ? C'est une discussion passionnante, Céleste, et elle nous invite à une réflexion nuancée sur l'avenir de notre alimentation. Il est clair que l'innovation et la science auront un rôle prépondérant à jouer pour construire une agriculture durable et résiliente pour tous. Absolument, Max. L'avenir de l'agriculture sera sans doute un mélange intelligent de différentes approches, tirant le meilleur de chaque méthode pour répondre aux besoins de notre planète et de ses habitants. Un grand merci, Céleste, pour cet éclairage très complet. À très bientôt pour le chapitre 2, l'effet placé bio. Au revoir à tous. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.